Aujourd'hui, l'université est un peu éclatée à Nîmes. Elle loue des locaux un peu partout dans la ville parce qu'elle s'est développée de manière importante. Et donc, il a été décidé de réinvestir les anciens hospices pour en faire ce pôle universitaire, qui doit, si possible, regrouper un peu tous ces enseignements dispersés aujourd'hui, et qui, entre autres choses, doit accueillir des amphis, des labos dans des phases ultérieures. Alors nous, on a été lauréat d'une consultation qui portait sur la réhabilitation seule des hospices. Alors, peut-être on le verra sur un plan, il y a une troisième tranche qui est prévue, qui est en neuf, elle, qui contiendra, entre autres choses, les amphis, puisque là, dans le bâtiment existant, c'est un peu compliqué de faire rentrer les amphithéâtres. Voilà, donc c'est un projet ambitieux, compliqué, mais très intéressant, et avec un maître d'ouvrage qui est donc l'État, à travers le rectorat, qui est un maître d'ouvrage particulièrement intéressant. Que ce sont des gens qui n'ont pas la pression qu'ont un certain nombre de collectivités. Voilà. Donc c'est un peu plus cool. Ils font quelque chose, c'est qu'ils ont l'argent pour le faire. Bref, voilà, c'est un bon maître d'ouvrage. Et qui, voilà. Bon, ils sont un peu administratifs, comme tous les maîtres d'ouvrage publics aujourd'hui, mais bon, on les pardonne. Donc voilà. Alors c'était un bâtiment qui était abandonné depuis une quinzaine, vingtaine d'années, qui était dans un état assez tristouné parce que, d'abord il avait subi un certain nombre d'outrages, on va dire, par en particulier des extensions, des choses qui dépassaient un peu de partout. Mais entre autres choses, la chapelle il y a une chapelle, vous le verrez, qui avait été surélevée, ce qui est assez étonnant, surtout en termes de proportion, et dans laquelle avaient été installés trois niveaux de bureaux, quoi. C'était un parti pris de réhab assez spécial. Et donc voilà, donc nous, voilà l'état dans lequel était le bâtiment quand on est arrivé. Bon, c'était un peu... c'était vraiment, vraiment abîmé. Alors il y a eu des interventions tout à fait étonnantes. Quand on avait abaissé les linteaux pour rentrer des fenêtres en PVC, des trucs comme ça. Il y avait des volets roulants en PVC aussi. Enfin, des tas de petites choses qui étaient vraiment d'un goût assez douteux. Voilà à peu près à quoi ça ressemblait. La chose qui était vraiment sympa et qui nous a fait mal au cœur, c'est de supprimer tous ces graphes là. Ça avait été complètement, vous savez qu'à Nîmes, enfin je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un tas de gens qui graffent et de manière très intéressante. Dans un des quartiers riverains, le quartier Richelieu, il y a tout un investissement du quartier par les graffeurs, c'est étonnant. C'est d'ailleurs un archi qui s'en occupe, qui a eu le deuxième prix, je crois, qui a fait l'extension de la maison à Alès, là, en Corten. Alors voilà à quoi ça ressemblait. Alors je dois vous dire d'abord que, bizarrement, non, mais plus je avance dans le temps, pour ne pas dire que je vieillis, je suis intéressé par les projets de réhabilitation. C'est un sujet auquel je prends un grand plaisir. Je dois vous avouer que, on me commanderait un gros immeuble dans une ZAC, n'importe où, je dirais, bien sûr. Mais néanmoins, comme ça, au feeling, je suis très amateur de plus en plus de ces architectures anciennes, en particulier d'architecture 19e d'ailleurs. Voilà. Donc en réalité, je considère tout ça, je considère la ville en général, d'ailleurs c'est depuis toujours, depuis que j'étais étudiant, puisque d'ailleurs c'était le sujet de mon diplôme, mais je considère la ville et les architectures un peu comme des récits, toujours, et des récits qui nous racontent à la fois l'histoire du bâtiment, bien sûr, mais l'histoire en général, la façon dont les sociétés fonctionnaient, par leur disposition spatiale. C'est tout à fait passionnant de redécouvrir tout ça, à la fois sur le plan technique aussi, où on s'aperçoit qu'il y a des réalisations qui sont toujours très pointues, avec un sens du détail qui est assez étonnant. Et puis sur le plan formel et visuel, où il y a des architectures, les investissements sur ce sujet-là en particulier,
était particulièrement importante et souvent de très bonne alloi. Alors quand on fait un bâtiment comme ça, quand on réhabilite un bâtiment comme ça plutôt, il y a toujours une phase qui s'appelle diagnostic dans le découpage de la loi MOP, que moi je préfère appeler enquête. Parce que j'ai toujours la sensation d'avoir un petit côté enquêteur pour essayer de comprendre comment ça marche, qu'est-ce que c'était, voilà. Alors par exemple là, ici, on avait vraiment très peu de documents et on a retrouvé cette carte postale là. Et on s'est aperçu qu'il y avait un dôme. Alors ce dôme a été rasé, semble-t-il, dans les années 50, quand on a surélevé la chapelle. Là, vous avez la chapelle telle qu'elle fut. Mais quand on a pris le bâtiment, elle était un peu surélevée, puisqu'il y avait un étage de bureau, puis avec des fenêtres au milieu. Enfin, les fenêtres qui étaient là avaient été murées, on en a mis d'autres, petites. Bref. Et voilà, donc il y avait ce dôme qui nous semblait un sujet important, bien sûr. Donc ça fait partie des grandes négociations avec la maîtrise d'ouvrage. D'ailleurs, je pense que c'est pas terminé parce que là, je vais vous présenter la première phase de réhabilitation de cet hôpital. Il y a une seconde phase dans laquelle on va faire le dôme, mais on va le faire si on a les sous, quoi. Alors, moi, ce que je pense, c'est que le patrimoine, comme ça, il y a plusieurs écoles, hein, on le sait, il y a les partisans de la reconstitution à l'identique qui fleurissent à l'ombre du ministère de la Culture, et puis il y a des gens qui pensent qu'il faut réutiliser le bâtiment. C'est un peu la théorie d'Andrea Bruno, et moi j'adhère tout à fait à cette seconde conception, bien que ce soit un peu simpliste de le présenter comme ça, bien sûr. Alors moi, il y a un mot que j'aime bien, qui est un mot qu'a exprimé le premier Manfredo Tafuri, qui est de dire qu'il faut actualiser le patrimoine. Et je pense que c'est une notion qui est très importante, parce que voilà, l'actualisation, c'est comment relier une architecture comme ça qui a fonctionné dans un autre temps, avec d'autres usages, à un usage contemporain et ouvert à la culture universelle dans laquelle on est maintenant, qui baigne à peu près toute la planète et qui consiste à faire des bâtiments. Bon, je ne vais pas insister là-dessus, mais voilà. Donc il y a une façon de faire aujourd'hui avec des matériaux qui n'ont plus rien à voir avec ce que c'était. Et comment on fait avec, quoi. Comment on relie l'histoire avec ce qui se pratique aujourd'hui. C'est un sujet qui, moi, me passionne. Alors, la première chose qu'on a fait, on a rendu ce projet sous forme de maquette. Je vais vous proposer surtout des photos de maquette pour présenter le projet. On a pensé, nous, comme vous le voyez là, que de l'extérieur, on touchait pratiquement pas, quoi. On ne faisait que restituer l'édifice tel qu'il était, c'est-à-dire la chapelle, grâce à la carte postale que vous avez vue précédemment, on a pu reconstituer la position des ouvertures, leurs proportions, bref. Et puis le dôme. Alors le dôme, là, il n'est qu'esquissé, mais ça reste une pièce majeure pour nous, parce qu'un dôme comme ça, c'est quand même une drôle d'histoire, quoi. Alors là, on l'a fait avec des arêtes, mais c'est pas du tout dit qu'on le fasse comme ça, c'était un peu schématique et symbolique. Et parce qu'un dôme, c'est une sphère, quoi. Une sphère, c'est un peu la métaphore du monde du moins, puis c'est aussi la métaphore de notre situation prénatale, si je puis dire, lorsqu'on végète dans le placenta maternel. Et c'est aussi un plafond, quoi. Et c'est un plafond qui, à l'intérieur quand on est dessous, en fait, n'a d'autre fonction que symbolique que celle d'amener de la lumière. Et les exemples les plus fameux nous viennent sûrement de la Renaissance. Moi, je suis un aficionado, pas un aficionado, c'est idiot, mais un admirateur, voilà, un admirateur inconditionnel des dômes de Borromini en particulier. Et je pense que le dôme, voilà, c'est un objet qui veut dire à la ville. C'est un objet qui veut dire à la ville, ben voilà, je suis là, j'amène de la lumière,
Et puis c'est aussi un objet, alors c'est un objet symbolique qui était plutôt à l'époque sur des bâtiments évidemment à connotation symbolique forte. Là il coiffait la chapelle, mais dorénavant, à la reconstitution, je pense qu'il va vouloir dire à la ville, ici c'est la lumière qui tombe du ciel, mais c'est une lumière qui éclaire l'université, la jeunesse, l'étude, la liberté, avec toutes ces valeurs-là, qui me semblent importantes. Donc j'attache beaucoup d'importance, si vous l'avez compris, à la reconstitution de ce dôme. Et j'espère qu'on va pouvoir le reconstruire, et j'ai hâte de faire ça, de faire ce projet. Je pense qu'on va se régaler avec Alain, parce qu'on va à la fois travailler des sujets de charpente, j'espère de manière assez, on va se faire plaisir, quoi, et puis des sujets de lumière qui aussi peuvent être très agréables à imaginer. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, vous l'avez vu tout à l'heure sur la carte postale, c'est des bâtiments qui étaient entourés de grands murs et de grilles. Et dans le cadre du projet de l'écoquartier, on a fait sauter les grilles pour réintégrer le parvis dans l'espace public, mais surtout pour... en fait, ça, c'est Jean-Pierre Duval, s'il était là, pour vous l'expliquer mieux. C'est surtout eu égard aux contraintes hydrauliques qu'on rencontre à Nîmes, qui sont extrêmement compliquées à gérer, quoi, et des arrivées d'eau tout à fait importantes. Donc, on a fait sauter tous les murs, de telle sorte que ça ne retienne pas l'eau. Alors, ça a quand même été une difficulté, parce que, comme souvent en réhab, on a des décrochages de niveau qui font que pour arriver à niveler tout ça et à faire en sorte qu'on puisse rentrer dedans tout en étant hors d'eau, c'est un peu sioux. Donc il faut arriver à faire ça de manière imperceptible. Bon, là c'est peut-être encore un peu perceptible, mais pas trop quand même. Donc voilà, tout l'aménagement du parvis, c'est donc l'équipe Antoine Grandbach, Jean-Pierre Duval qui s'en est occupé, et nous on s'est occupé du bâtiment. Alors la première tranche concerne la partie de droite, qui est située au nord. La deuxième tranche ainsi que l'aile centrale, sauf le dôme, et la partie et la chapelle. Et la deuxième tranche concernera la partie qui est à gauche, la chapelle et le dôme. La chapelle, on a juste restauré le clos couvert, et on a mis une petite couverture provisoire à l'emplacement du dôme. Voilà, alors un plan masse qui est un peu sommaire, mais qui permet de comprendre comment c'est fait. Alors c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est celui de l'importance de la puissance des typologies. Alors c'est un bâtiment donc hospitalier au départ, et a priori ça n'a pas grand-chose à voir avec l'université, mais néanmoins la conception de typologie qui existait au XIXe siècle, qui était finalement très simple, puisque ce plan-là on le voit partout, même à Montpellier à Saint-Charles. Voilà, alors donc il y a la chapelle en bas, et puis au milieu il y a une aile. D'un côté c'est l'aile des hommes, de l'autre c'est l'aile des femmes, et surtout il ne faut pas qu'ils se rencontrent, il faut à peine qu'ils se voient, j'imagine. Donc c'est complètement étanche, donc il faut organiser un peu de transparence là. Donc on l'a organisé ici au bout, puis on l'organisera à travers la chapelle après, et ainsi qu'à travers un escalier monumental qu'on va reconstituer ici. Et initialement, ce sont des bâtiments qui sont distribués. Les distributions verticales sont dans les angles. Donc il y a des distributions verticales dans les angles, alors qui avaient été un peu abîmées parce qu'ils ont intégré dans des ascenseurs. Enfin, bon, donc c'était plus de très beaux escaliers comme on pouvait en voir dans certains de ces bâtiments-là. La distribution se fait donc dans les angles, la distribution verticale, la distribution horizontale se faisait au milieu, et dégagée de champs de part et d'autre d'une circulation. Alors, cette typologie-là, alors organisation homme-femme, donc organisation et également le fait que tous les bâtiments s'organisent autour de cours. Alors la cour là, on le verra un peu plus loin, c'est une cour qui dans le fonctionnement de l'hôpital est une cour qui est un peu néanmoins le cœur de l'établissement, mais un cœur un peu virtuel. On y va difficilement, c'est pas trop facile d'accès, et il y a une coursive au rez-de-chaussée qui borde la cour, mais c'est un peu complexe pour y arriver, donc c'est plutôt une sorte de cour d'agrément. Voilà.
Alors, le projet qu'on a fait est sur la partie droite, on ne voit pas très bien, mais bon, là. Alors, la partie centrale, le traitement de la cour, est le 1% artistique. Ça nous a un peu échappé pour rien nous cacher. C'est la première fois que je faisais 1% artistique et je conseille à tous ceux qui sont là, si jamais ils ont ça à faire, de faire attention parce que voilà, c'est des procédures, il y a un appel d'ordre. Alors, c'est des artistes qui sont capables de remplir une DC1, une DC2, des artistes administrateurs, quoi, administratifs. Bref. Et donc, il y a eu une consultation et alors nous, on avait proposé de travailler, vous verrez, de travailler sur les murs, sur le béton, un truc comme ça. Mais la DRAC a jugé que c'était pas bien et que, voilà, alors, finalement, un consensus s'est fait pour travailler sur la cour. Ça a été un peu pénible parce que l'artiste, il a inventé de faire un jeu de dames comme ça. Et puis, avec des pions, vous le verrez, qui sont tantôt des petits végétaux taillés, tantôt des pions en bois. Mais il a fait un croquis, quoi. Et puis après, débrouillez-vous, quoi. Donc, il a fallu qu'on y mette sérieusement les doigts pour le mettre en œuvre. C'était pas évident, quoi. Et puis, bon, voilà. Donc, c'est le cours artistique, et puis, voilà. Alors là, on a le plan du rez-de-chaussée, donc c'est pas tout à fait ce qu'on a fait. Mais nous, l'archétype de cet hôpital, qu'il a donc fallu actualiser, on a cherché, en termes de distribution, à récupérer cette typologie et un peu à la faire évoluer, à la fois pour restituer aux cours leur fonction un peu de cœur de l'établissement, faire en sorte que la cour soit vraiment l'endroit où on se rencontre, voilà. Et donc pour ça, il y a deux choses qui nous sont parues importantes. La première, c'est de distribuer non plus par une distribution centrale sur les ailes, mais par une distribution latérale, par des coursives, de telle sorte qu'on a des classes qui sont traversantes, qu'on puisse ventiler, puisque, je ne vous l'ai pas dit, mais dans le cadre du programme, c'est un projet HQE sur lequel il y avait de grosses ambitions, et avec lequel on a travaillé avec un bureau d'études avec lequel je travaille régulièrement dorénavant, qui est Element Ingénierie, ex-RFR Ingénierie. Et c'était un travail tout à fait passionnant avec ces gens-là. Donc on avait, dès le début, voulu faire des classes traversantes, puisqu'on avait cette ambition, en particulier sur le plan thermique, de travailler sur le confort d'été. Et donc on a fait cette distribution par coursive, et on a sorti les escaliers des angles, car on ne rentrait pas les surfaces, tout simplement, au départ. Et puis, on n'avait pas eu l'idée des escaliers, et puis, lorsqu'on a cherché à faire des escaliers, assez rapidement, ils se sont imposés comme l'argument formel qui nous permettrait de traiter cette cour de manière un peu radicale. On a cherché à radicaliser ces circulations verticales, et donc on a imaginé ces jeux d'escalier qui se promènent dans le péristyle qui entoure les cours, comme vous le voyez là. Alors, je propose des photos de maquettes, c'est des photos qu'on a rendues, qu'on a fait avec un endoscope qui n'est pas terrible, hein, mais bon, voilà. Donc ces escaliers, ils montent comme ça vers le ciel, là. Voilà, ça nous a un peu plu, comme principe. Alors, est-ce que ça donne en vrai les escaliers tels qu'ils sont conçus, un peu. Alors moi, ça m'intéressait beaucoup, ces escaliers comme ça. Et en fait, ça fonctionne assez bien, quoi. C'est-à-dire que les étudiants s'assoient sur les marches, enfin, il y en a un peu partout, dès qu'il y a entre les cours, comme s'il y a un moment de libre. C'est assez sympathique, quoi. Alors voilà ce que donne la cour. Il y a des escaliers tout autour, donc le péristyle qui évidemment entoure la cour. Ce que vous voyez en fond, au rez-de-chaussée, c'est la cafétéria, donc la cour, c'est aussi la terrasse de la cafétéria. Alors les étudiants s'installent, on ne voit pas les petits dés en bois, là, il n'y en a pas sur cette image, mais c'était tout juste après l'inauguration, comme toujours. Mais les étudiants s'installent sur ces plots en bois, là, ça fonctionne pas trop mal. Et de l'autre côté, sur le contre-champ là, de cette image, il y a une salle dite de moyens partagés qui va devenir une bibliothèque lorsque l'université sera finie. Alors vous voyez en haut, ce sont des salles de classe diverses et variées. Il y en a de différentes tailles qu'on a installées sur les coursives.
Alors, ce que donne la même photo la nuit. Alors, le photographe, vous verrez, Brice Peleski, là, il s'est emballé sur les photos de nuit parce que, en fait, on a mis les éclairages de nuit dans les mains courantes, là, on a mis des bandeaux de LED, et c'est vrai que c'est assez sympa parce que ça éclaire les marches, ça consomme peu, et en fait, dans un escalier, ce qu'il faut éclairer, c'est les marches, pas le plafond. Et vous savez que quand on fait un bâtiment HQ, pour arriver au conso qu'on est censé atteindre, il faut passer partout, quoi. Donc là, c'est une façon bizarrement d'économiser sur la lumière que de les installer au plus près de l'endroit qu'on doit éclairer. Voilà les dés en bois qui sont au premier plan là. Voilà. Alors voilà les systèmes d'escalier. Alors un mot pour dire que ce bâtiment, comme tous les bâtiments du 19e, il est extrêmement construit, à la fois sur le plan matériel, il est construit en pierre, mais aussi sur le plan géométrique, où il y a une trame très, très forte, très présente, qui propose une cadence tout à fait qui est tout à fait agréable, je trouve, en ce qui me concerne, et c'était très important pour moi, et pour nous plutôt avec Alain, de récupérer cette géométrie, cette cadence, ce rythme. Là. Je pense que l'harmonie formelle, elle a beaucoup de liens avec ce travail sur la géométrie qui, moi, est un travail qui m'a toujours passionné. Donc, voilà. Alors, c'est l'intervention qu'on a fait sur le plan matériel, justement, elle a consisté déjà à choisir une matière et à essayer de travailler sur l'harmonie de matière. Et cette harmonie de matière, on l'a obtenue en utilisant le béton blanc de manière systématique, qui était une teinte que nous a proposée l'entreprise parmi d'autres, qui nous semblait assez proche de la pierre et avec laquelle elle jouait de manière pas trop agressive, quoi. Alors vous voyez qu'au rez-de-chaussée, il y avait une coursive existante avec des arcs, et au-dessus, il n'y avait rien, donc on a installé un grand sommier sur tout le tour du bâtiment, et on a posé les coursives dessus, celles qui sont en retrait, donc, et en avant, vous avez le péristyle qui tient les escaliers. Le principe, c'est d'être absolument monomatière, hein, et on n'a que du béton blanc et du bois. Le bois, c'est toujours le même, celui des menuiseries, qui est peint en gris, comme ça se fait dans nos régions. À Nîmes, c'est une nuance un peu différente de celle de Montpellier, mais c'est la même idée. Et alors, on a donc toute l'ossature, toute la structure, les escaliers, les planchers, et puis également le bardage des murs, puisqu'on isole par l'extérieur. Hein, on en parlera tout à l'heure, mais on cherche l'inertie absolument dans ce genre de choses, donc pour le confort d'été. Donc on a isolé par l'extérieur la partie intérieure de la cour, et on a isolé par l'intérieur tout l'extérieur du bâtiment. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Voilà. Et donc on reprend là aussi, en termes de géométrie, les trames et puis le pas qui gèrent à peu près tout le bâtiment. Alors un peu de plus près, voilà ce travail sur la matière qu'on a cherché à faire, hein, sol, mur, plafond, tout est à peu près dans les mêmes gammes de teintes, et bon, voilà, ça nous a semblé une condition majeure de la réussite, si tant est que ce soit réussi, de cette architecture. L'ambiance qu'on cherche là-dedans, c'est une ambiance, je vois qu'il y a le projet de la Panacée à côté, là, qui est justement très différente de celle de la Panacée. C'est une cour qui... Vous voyez, on a essayé de travailler la lumière, on le voit bien sur cette image, c'est pour ça que je l'ai mis. La lumière, elle fabrique de l'ombre, comme on sait, et à la fois sur le plan graphique, avec les garde-corps et des choses comme ça, puis sur ces grands débords de toit qui mettent le bâtiment un peu à l'ombre, à peu près à l'ombre toute la journée, et mais qui néanmoins, grâce à la couleur, enfin plutôt à la clarté des matériaux, fait que je pense qu'il y a à la fois sur la coursive et puis à l'intérieur des classes une lumière qui est assez sympa, quoi. Alors, je parlais de matière tout à l'heure, c'est l'histoire de béton, donc moi c'est un autre aspect du travail que j'aime beaucoup, qui est ce travail de la construction. Donc là, tout ce que vous avez vu est entièrement préfabriqué.
parce qu'on se pose des questions quand on fait un chantier comme ça, de logistique qui sont toujours un peu compliquées, quoi, parce que aller installer une grue au milieu, enfin bref, c'est difficile. Donc là, je ne vous ai pas dit que l'entreprise était l'entreprise LCRI, qui maintenant s'appelle Girard, qui est une entreprise filiale de Vinci, qui travaille majoritairement en réhab et dans le milieu patrimonial, monument historique, et qui sont des gens absolument remarquables. Entre autres, avec beaucoup de compagnons, depuis le patron de la boîte jusqu'au chef de chantier, et c'est des gens qui savent de quoi ils parlent, quoi. Donc on a travaillé pas mal de préfa, donc vous voyez que ce sont des morceaux je pense, de l'espèce de grand sommier qui est partout, ou alors ce sont des morceaux de... Oui, c'est ça, oui. Et c'est de gros cailloux, quoi. Béton, c'est de la pierre liquide et c'est de gros cailloux. Alors c'était assez amusant le montage là-dedans, parce que, vous voyez, on lève les poteaux, puis grosso modo on scotche les morceaux de poteaux les uns sur les autres, et puis à la fin ça fait un poteau absolument monolithique. Voilà, c'est une chose qui est agréable à travailler, à voir travailler, puisque nous les architectes on n'y met quand même pas les doigts, hein. Mais bon, on pense un peu quand même. Et un des états du chantier à un moment donné, moi j'aime beaucoup ces moments de chantier où tout est échafaudé, c'est protégé, enfin bon, on s'applique, quoi. Donc je parlais de lumière, je parle un peu de son également. Donc c'est un projet qui sonne, contrairement justement à l'histoire de la Panacée, donc, qui est dans les images de la cour à côté. La Panacée, c'était un projet dans lequel on a cherché à fabriquer un lieu feutré. On pompe, comme dirait Madame Eddy Jourdan, on pompe un maximum sur le mur. C'est une expression qui m'a toujours amusé. Et à la Panacée, les murs sont tous absorbants, alors que là, ils sont tous réfléchissants. À la Panacée, il s'agissait de faire cohabiter une cité U avec un centre d'art. Ici, je pense qu'il faut un certain brouhaha, on va dire. Et alors, comme on a affaire à des universitaires, ils sont quand même un peu moins bruyants qu'une école maternelle ou primaire. Hein, donc, les gens parlent de manière peu importante, peu forte. Et il y a une espèce de brouhaha comme ça, mais pas gênant, quoi. Et je pense qu'il traduit assez bien la vie qui peut se produire dans ce genre d'établissement. Alors oui, là c'est une image c'est une image de Pierre que j'ai vue par là, où il y a quelques étudiants c'était tout à fait au début, qui investissent un peu les lieux. Ouais, je voulais vous dire un mot également de l'ossature, là. Vous voyez qu'on a de grands poteaux, hauts poteaux, hein, qui font 13 mètres. Est-ce que l'espèce de ligne noire que vous voyez, ce sont les descentes P, hein, qu'on récupère toutes sur l'extérieur, comme ça. J'accorde beaucoup d'importance, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, que l'ossature, toujours une recherche d'équilibre dans la conception d'une ossature, et c'est un équilibre qui est soit à la fois, comment dire, pas trop lourde, du moins je l'espère, mais en même temps qui affirme quelque part qu'on est posé sur des pattes, on est ancré au sol, on tient, quoi. Voilà, moi je suis toujours un peu à la recherche de ces choses-là. Alors, pour ce qui concerne ce qu'on a cherché à faire à l'intérieur, c'est un peu, tout à l'heure je disais que dans la cour il fallait qu'il y ait une certaine vie, un certain brouhaha, mais à l'intérieur, dans les classes, c'est un peu le contraire, hein, on a cherché une atmosphère un peu plus zen, quoi. Alors justement sur le fait que ce bâtiment soit HQE, moi personnellement comment dire, j'ai une appétence assez faible pour ce genre de choses, pour les normes. Par contre, j'ai un intérêt très grand pour tout le travail qu'on peut faire autour de la qualité environnementale, et je suis bien convaincu qu'aujourd'hui c'est un sujet absolument majeur, aussi bien sur le plan politique évidemment en général que sur le plan architectural, même si ça a semble-t-il disparu des radars de tout ce qu'on entend des politiques en ce moment.
Alors il y a des normes, il y a des tas de trucs, d'ailleurs, pour ne rien me cacher, je ne sais pas vous, mais moi j'y comprends vraiment pas grand-chose, il y en a tellement, puis ça change assez souvent. Donc voilà. Quelque part, je m'en préoccupe assez peu, pour ne pas dire plus. Mais par contre, je pense que ces normes-là, alors il est de bon ton de critiquer les normes, de dire les normes entravent la liberté des architectes, tout ça. On ne peut plus créer, comme si le job des architectes c'était d'être créatif avant tout. Alors moi je pense que certes il y a une part de création dans notre métier, bien entendu, et c'est une part qui est très agréable, mais je pense aussi qu'il y a un usage, il y a des gens, et personnellement c'est sous cet angle-là que j'envisage toutes ces histoires de qualité environnementale, c'est-à-dire que, en gros, je pense que ce qu'il faut, c'est privilégier le confort, le bien-être de tous les gens qui sont là-dedans. Alors c'est un peu compliqué parce que ce sont des notions éminemment subjectives, mais néanmoins, il y a quelques éléments qu'on peut à peu près rationaliser, et puis après, il y a une part d'improvisation et une part d'interprétation de ce qu'on pense que doit être le lieu, bien entendu. Mais je pense donc que les normes, voilà, c'est un peu comme d'une certaine façon les règles de l'art qui seraient un peu dévoyées, qui seraient devenues des obligations. Alberti, lui, il établissait des règles de l'art, maintenant ce sont des normes, c'est un peu moins intelligent que sous Alberti, mais bon. Néanmoins, je pars du principe que ça c'est le minimum syndical que l'on doit, et puis il faut essayer d'aller au-delà. Alors sur ce bâtiment, on s'est quand même beaucoup appliqué. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la première chose, alors sur le plan thermique, comme je vous l'ai dit, on a cherché à avoir des ventilations traversantes, donc entre la façade extérieure et la façade intérieure. Alors c'est un grand classique maintenant, mais tout ça évidemment s'ouvre grâce à une télécommande, à une GTB. Alors on pourra en dire un mot tout à l'heure, parce qu'évidemment il n'y a rien qui marche. Mais bon. Et là, comme on peut le voir aussi, il y a une ventilation de double flux, ce qui semble-t-il dans nos contrées est un peu redondant, quoi. Il faut savoir ce qu'on économise par rapport à ce qu'on investit, quoi. J'ai l'impression que les temps de retour doivent être pas loin du temps d'obsolescence des matériels. Enfin bon, alors on a mis le programmiste avait prévu une ventilation de double flux, donc on a mis une ventilation de double flux. D'ailleurs, anecdote, c'était assez marrant parce que justement, en enquêtant sur ce bâtiment, très vite, il y avait un trou dans un mur. On s'est demandé qu'est-ce que c'était que ce trou. Et en fait, dans tous les trumeaux, il y avait une canalisation en terre cuite, un truc énorme, des filles 30 par 60 de haut qui s'emboîtaient. Et on a reconstitué le circuit de tous ces trucs-là. Il y en avait sur tous les trumeaux. Quelquefois, il y en avait deux. Et on s'est aperçu qu'en sous-sol, parce que sous les plots d'angle, là, il y a des sous-sols donc, dans lesquels on a mis on n'a pas mis grand-chose d'ailleurs parce qu'ils sont inondables. Mais en les visitant, on a vu qu'il y avait des espèces de micro-tunnels qui partaient de ces sous-sols et qui rejoignaient ces canalisations terre-cuite. Alors c'était très étonnant. On a cherché à comprendre, on a interrogé des gens. Il y a un prof à la fac de médecine qui se pique de l'histoire de l'architecture hospitalière. On a été le voir en lui demandant qu'est-ce qu'il en pensait, tout ça. Il n'en pensait pas grand-chose. Alors ça doit être une histoire de ventilation. On a imaginé des murs, d'assainissement des murs. Mais c'est un ouvrage qui est très étonnant. Et les murs sont coupés, quoi, hein. Et il y a une brique devant, une brique derrière, une brique pleine. Et c'est maçonné tout autour de ces tuyaux qui montent toute hauteur. Donc nous, on les a un peu massacrés, pour rien vous cacher, mais parce qu'on a fait passer les ventilations double flux dans ces tuyaux. Parce que les ventilations double flux, c'est sympa, mais c'est des gros tuyaux, quoi. Vous savez que si on veut que ça fasse pas trop, ça siffle pas trop, il faut faire circuler l'air assez lentement. Et plus on fait circuler l'air lentement, plus il faut que les tuyaux soient gros. Donc il y a de gros tuyaux. Et ils passent dans ces murs comme ça. Ça a été une solution qui nous a permis de rester à peu près élégant, parce que si on s'était tapé les gaines dans les salles, c'était monstrueux, quoi. Donc tout ça repasse dans la charpente, comme vous le voyez là-haut, et rejoint, circule dans le bâtiment. Enfin, je passe sur les détails, mais il y a une installation technique, rien que pour la
la ventilation double flux qui coûte extrêmement cher et qui est extrêmement complexe à mettre en œuvre. Alors, ce qu'on voit là, c'est que donc, la ventilation double flux, c'est ces petites flèches là, qui passent dans les murs, ici. Là. Le bâtiment est construit avec des voûtins. Alors, ces voûtins, depuis un certain temps que je fais de l'AREAM, on tombe toujours sur les voûtins. C'est une espèce de... J'adore ça, alors ça tombe bien, mais c'est vraiment beau, quoi. Elle propose un dessin qu'on est incapable de faire maintenant, hein, avec ces parties voûtées qui proposent des dessins vraiment très très agréables à l'œil, alors que maintenant on a tendance à tirer droit, quoi. J'ai pas encore osé, moi, faire des arcs, mais je pense que je vais y arriver bientôt. Et donc ces voûtins, c'est compliqué parce que, évidemment, ils concentrent le son. Et donc, sur l'acoustique, c'est pitoyable. Donc, avec Guy Jourdan, on a imaginé ce que vous voyez là, qui sont des contre-voûtins, donc d'une géométrie exactement inverse à celle des voûtins. Et ces contre-voûtins, ils sont à la fois perforés, micro-perforés, ils sont en alu blanc, pour réfléchir à la lumière. Ils sont micro-perforés de telle sorte qu'ils absorbent par-dessous, mais également par-dessus, le son qui réfléchit dans les voûtins. Ça fonctionne vraiment bien. Ils contiennent évidemment tous les équipements techniques, les luminaires, tout ce qui pend à lave. Alors, vous voyez qu'on a poussé le vis jusqu'à installer des brasseurs d'air, là, des ventilateurs pour les surchauffes estivales, hein, parce qu'avec ma casquette d'enseignant, j'ai fait partie du conseil d'administration de l'école d'archi à un certain temps, et on avait toujours l'idée de dire qu'il faudrait faire des trimestres d'été ou des semestres d'été, des workshops l'été, enfin bref, faire des choses l'été. Et je pense que pour les universités c'est pareil, d'ailleurs ils les louent hein, l'été. Et comme on voulait absolument éviter de mettre de la clim, après avoir fait un tas de simulations thermiques et autres, on a installé des brasseurs d'air partout. Et, alors c'est pareil, ça fonctionne avec la GTB qui dit papa, maman, qui dit tout ce qu'il faut, mais, sauf quand il faut qu'elle le dise, évidemment. Mais rassurez-vous, à droite, là, on voit les commandes. Donc on peut tout commander de la salle, quand même. Parce que, moi, j'ai milite auprès de la directrice de l'établissement pour lui dire, vous avez un type qui tous les soirs va fermer les portes et les fenêtres, il suffirait de lui dire de les ouvrir et d'écouter la météo avant pour voir s'il n'y a pas d'orage en perspective, et puis ça marcherait très bien. Mais non, on fait marcher la GTB. Enfin, on fait marcher la GTB qui ne marche pas. En décollant les contre-voûtins du plafond, d'abord, on garde le volume hein, qu'on voit apparaître, hein, et moi je trouve que... moi, je déteste les salles trop basses de plafond. Et là, il y avait des proportions qui sont agréables, quoi. Hein. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les planchers à voûtins, évidemment, on les a fait diagnostiquer, et évidemment, ils ne tenaient pas les surcharges. Ils ont fonctionné 150 ans comme hôpital, mais à partir du moment où on a mis l'université, ils n'encaissaient plus la charge. Donc, on a été obligé de refaire des planchers, mais on les a gardés comme plafond. Et donc, on a reproportionné un peu les salles, ce qui fait que les allèges que vous voyez là sont autour de 60-70 cm. Et c'est vraiment, enfin moi c'est une chose que j'aime beaucoup, je déteste les allèges à 1 mètre, hein, on ne voit rien. Et il crée une ouverture vers l'extérieur qui est toujours assez sympa. Et donc on a conservé, les voûtins sont donc décollés du plafond, ce qui permet d'utiliser la masse thermique des voûtins. Et masse thermique est amplifiée puisque les surfaces, par le fait de développer des voûtins, est plus importante que si elle était horizontale. Donc c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Je ne vous ai pas dit, c'est qu'on a repris également le principe des jalousies, moi j'appelle ça, vous savez que moi je considère qu'un bâtiment comme ça, c'est une vraie machine, quoi, hein. Moi j'appelle ça les machines architecturales, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent, quoi. Et les murs, si on sait bien les utiliser, ils doivent être frais l'été et chaud l'hiver. On a tous fait l'expérience des vieux hôtels particuliers à Montpellier, où quand on rentre l'été, il y a 5 ou 6 degrés de moins que dehors. On doit permettre de les ventiler, voilà, il faut les faire fonctionner. Et à l'extérieur, on a réinstallé des jalousies en bois, mais vous voyez, on a étudié la géométrie là, de telle sorte qu'il n'y a pas de soleil qui rentre a priori à aucun moment de la journée. En fait, il y en a un peu le matin quand même, l'hiver.
Enfin bref, un peu optimisé là. Mais bref. Et en les peignant de couleurs claires, on a une réflexion à l'intérieur des classes, principe d'étagère de lumière, qui n'est pas idiot. Comme on est éclairé des deux côtés, ça crée une ambiance assez soft, quoi. Alors qu'on a mis des plaintes hautes, des rideaux, enfin, il y a un côté un peu cosy, je crois, dans les classes qui a l'air de satisfaire ses utilisateurs. Voilà, ben, je crois que j'ai plus d'image. Donc on va s'arrêter là.